grand jury qui ne pouvait pas mieux tomber. 25 mars 2012, 25 mars 2018. Cela fait 6 ans que les Sénégalais avaient élu le président Macky Sall. Son premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, est notre invité. Bonjour, monsieur le premier ministre. Bonjour, Mamadou. Bonjour aux éditeurs et téléspectateurs de votre groupe. Monsieur le Premier ministre, des milliers d'internautes ont réagi sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'émission. Ils vous ont interpellé sur presque tous les sujets, sociaux et sociétaux, économiques, politiques, régionaux et même continentaux. Les Sénégalais se souviennent qu'ils ont élu, il y a 6 ans, le 25 mars 2012, plus exactement, le candidat Macky Sall à la présidence de la République. Vous êtes justement son premier ministre et ils vous demandent à leur manière de leur rendre compte. Vous êtes très attendu donc. Allez-vous être entendu? C'est la question essentielle. Merci en tout cas d'avoir accepté de vous soumettre à l'exercice auquel vous convie le grand jury de RFM ce dimanche 25 mars 2018. La première question que posent les Sénégalais en ce 25 mars 2018, vous êtes Premier ministre du président Macky Sall depuis plus de 4 ans maintenant, non? C'est bien ça? Bientôt 4 ans. Alors, ils ont remarqué que ces dernières années, que les duos, le président de la République, le Premier ministre, se sont transformés souvent en duel ou en tout cas dualité. Et ils vous posent la question suivante, elle est très simple. C'est quoi le secret de la longévité de Mahammed Boun Abdallah Dionne? Merci Mamadou. Je voudrais à nouveau dire bonjour aux téléspectateurs et aux auditeurs qui nous écoutent. Aujourd'hui, date d'anniversaire de l'élection du président Macky Sall à la tête de notre pays. Mais permettez-moi d'abord, parce que le pays vient de traverser quelques difficultés suite à l'accident qu'il y a eu d'hélicoptère à Missirah. Je voudrais à mon tour et derrière le président Macky Sall présenter mes condoléances et les condoléances du gouvernement à notre vaillante armée. Vous savez, c'était lors d'une mission de service social que malheureusement cet accident a eu lieu et le chef de l'État d'ailleurs a immédiatement ordonné l'ouverture d'une enquête qui est en cours et qui nous permettra de savoir les causes de ce malheureux accident. Il faut surtout avoir la vérité sur ce qui s'est passé. Vous savez, le président Macky Sall... On a vécu le Diola, l'accident de la Sonacos et bien d'autres drames et on a rarement connu la vérité, toute la vérité. Vous savez, le président Macky Sall est un homme de vérité. Nous croyons à Watawasaw bil Haq, comme on dit dans le Coran, comme Dieu a dit. Au nom de la vérité, toute la vérité sera dite. Ça, vous pouvez faire confiance. Cette enquête est menée en partie par les services militaires et en partie également par les services aéronautiques et elle sera dite la vérité pour justement que pareil événement ne puisse se reproduire. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour présenter mes vœux de prompt rétablissement à ceux qui sont blessés aujourd'hui. Depuis quelques jours également, il y a au niveau de la diaspora des événements qui se passent et je pense que le chef de l'État l'a dit, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement comme il en est d'habitude pour assister les parents, pour assister également les Sénégalais de l'extérieur qui sont en difficulté. Il y a 2 jours encore, c'était à New York, une compatriote qui a... De 35 ans. Infirmière de son état, qui a fait l'objet d'un meurtre. La diplomatie est en route et travaille avec nos consulats pour que là aussi la lumière puisse être faite. C'est autant de sujets de préoccupation du chef de l'État et de son gouvernement aux côtés du peuple sénégalais et de la diaspora pour que justement le Sénégalais, de là où il se trouve, puisse toujours se sentir sénégalais et qu'il sente la présence de son État et la présence de son pays à ses côtés. Il y a également sur la scène, depuis quelques moments, l'épineuse question des rapts d'enfants. Et je pense que au-delà des instructions qui sont données par le chef de l'État pour justement qu'il y ait une tolérance zéro
par rapport à ce phénomène. Des mesures sont déjà prises pour justement renforcer la carte sécuritaire sur le plan national et particulièrement dans les grands centres urbains. Des sujets sur lesquels nous allons revenir, c'est quoi votre secret? Alors moi, je n'ai pas de secret. Vous savez, entre un chef d'État et un Premier ministre, les choses sont très claires. Elles sont très claires et définies par la Constitution. La Constitution parle du président de la République comme clé de voûte du système, parce que c'est lui qui détient le suffrage des Sénégalais, c'est lui qui est élu au suffrage universel. Un Premier ministre est nommé par le président de la République. Le président de la République détermine la politique de la nation. Donc, comme disait Senghor, dans le système présidentiel déconcentré que nous vivons, tout part et tout converge vers le président de la République. Le Premier ministre, on en parle dans la Constitution. On dit d'ailleurs, à sa nomination, le Premier ministre présente sa politique, sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. On en parle quand on en parle de manière collective, parce que le gouvernement est solidaire, et on dit le gouvernement, pendant que le chef de l'État définit la politique de la nation, le gouvernement coordonne et met en œuvre cette politique. Et on dit sous l'autorité du Premier ministre. Donc un Premier ministre, il est là pour coordonner, pour mettre en perspective la politique de la nation incarnée par le chef de l'État, qui en est le seul, dépositaire, parce que on l'élit sur la base de sa vision. Le gouvernement met en œuvre. Vos prédécesseurs, certains d'entre eux en tout cas, ont mal lu la Constitution. C'est le fond de votre pensée? Moi, non. Moi, je dis j'ai lu la Constitution. Et j'ai eu aussi un modèle. J'ai comme modèle le Premier ministre Macky Sall. J'ai été son directeur de cabinet. Et je pense que pendant qu'il était Premier ministre, il a eu une lecture attentive de la Constitution. Il avait un grand respect pour le chef de l'État et il a travaillé dans la loyauté et le sérieux pour justement mettre en œuvre et coordonner la vision de ce chef de l'État. Un homme politique français a dit un Premier ministre qui dure est un Premier ministre qui endure, mais Abdou Diouf, plus proche de nous, qui a été Premier ministre pendant 10 ans, Premier ministre de Senghor, a dit un Premier ministre doit même avaler des boas. C'est quoi? Votre philosophie correspond à ces deux réflexions? Non, tout dépend du président de la République. Et je pense que le président de la République, il y a des présidents de la République qui certainement font avaler des couleuvres. Ce n'est pas le cas du président Macky Sall. Le président Macky Sall... Vous n'avalez pas de couleuvres? Non, du tout. Le président Macky Sall, les Sénégalais le connaissent. C'est un monsieur qui est respectueux, c'est un monsieur de mesure. Et c'est ce chef de l'État qui nous inspire dans le comportement par rapport déjà au peuple sénégalais. C'est un monsieur qui respecte le peuple, c'est un monsieur qui respecte les citoyens. Et je pense qu'il le dit souvent d'ailleurs, il y a des types de profils, des types de comportements, quand vous les avez, vous ne pouvez pas être à côté de lui. Par exemple? Non, vous m'appelez à une relance. Non, mais quel type de comportement? Des comportements. Si vous manquez de respect au peuple, si vous n'êtes pas attentif aux grandes espérances du peuple, vous ne pouvez pas être son Premier ministre. Le Premier ministre, Mohamed Boun Abdallah Dionne, est l'invité du grand jury d'RFM, 25 mars 2012, 25 mars 2018. Cela fait 6 ans donc que le président Sall est élu à la tête de l'État du Sénégal pour un septennat. Dans moins d'1 an, il va remettre son mandat en jeu. Êtes-vous convaincu que son bilan soit en mesure de lui assurer une victoire au premier tour? Moi, je suis convaincu que le 24 février 2019, nous allons fêter la réélection du président de la République. Ah oui? Pourquoi? Parce que, je le disais hier à la jeunesse de Benno Bokk Yakaar, l'homme de la situation aujourd'hui au Sénégal, c'est le président de la République, le président Macky Sall. Il y a aujourd'hui dans le microcosme, ses adversaires, oui, mais dans le microcosme politique sénégalais, comme je le rappelais hier, il y a deux profils d'hommes politiques, il y a 2 candidats. Il y a Macky Sall qui parle au peuple sénégalais et il y a tous les autres qui parlent à Macky Sall. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, tous les jours,
lettre ouverte au président Macky Sall sur le pétrole, sur les rapts d'enfants, sur ceci, sur cela, je pense que la classe politique sénégalaise, de manière générale, gagnerait d'ailleurs à moins instrumentaliser l'actualité et à travailler sur le moyen et long terme. C'est quand même des sujets sérieux, monsieur le Premier ministre. Mais c'est des sujets très sérieux. Le gaz, les rapts d'enfants. Oui, c'est des sujets très sérieux, mais quelle offre politique derrière? C'est bien de parler au président Macky Sall. Le président Macky Sall, il vient avec une offre politique. C'est ça le plan Sénégal émergent. Une offre politique sur laquelle il a eu à travailler. Il a fait le tour du pays, 80 000 kilomètres dans le pays. C'est comme ça que le PUDC est né. C'est comme ça que les bourses de sécurité familiale sont nées. C'est comme ça que la couverture maladie universelle est née. C'est comme ça que Promoville est né. C'est comme ça que aujourd'hui on vit même une crise de surproduction en matière agricole, parce que partout il a vu que c'était peut-être dépassé au XXIe siècle de continuer à travailler avec la houe. C'est pourquoi il subventionne 60% des tracteurs. Un tracteur qui coûte 20 millions aujourd'hui, vous l'avez à 8 millions, 12 millions payés par l'État. Si aujourd'hui vous êtes un pêcheur sénégalais, le moteur Yamaha qui vous permet de faire travailler votre famille, 10 jeunes, merci pour aller la en pub, mer, c'est... J'aurais bien voulu entendre Yamaha, quelque chose qui renvoie au Sénégal. Voilà, Yamaha, mais parce que... ça vient de l'étranger oui, aussi. parce que... On vous reproche justement de faire la part belle aux sociétés étrangères. Mais non, il faut l'économie, le secteur réel, c'est la réalité. Oui. Aujourd'hui, je pense que c'est Rostow qui avait défini ça, un grand économiste, c'est les stades de développement. Aujourd'hui, avant d'aller plus loin, Mamadou, vous portez une montre, j'en porte une. Est-ce qu'elles sont faites en Afrique? Est-ce qu'on domine la technologie pour faire? En Afrique. Très bien, mais ça c'est le secteur privé, c'est pas l'État. Donc créons les conditions. Il faut accompagner le secteur privé. C'est ce que nous faisons. Créer des champions. C'est ce que, mais c'est facile à dire. Mais c'est ce que nous disons, des ce que nous faisons. Des États l'ont fait. Lequel? Le Maroc l'a fait. Le Maroc aujourd'hui, le Maroc a beaucoup de marchés chez nous. Mais attendez. La Turquie l'a fait. Non, attendez. Je dis, le Maroc a un système bancaire privé qui aujourd'hui rachète nos banques en Afrique subsaharienne. Mais les banques sénégalaises, elles appartenaient à qui? À des Chinois ou à des Turcs? Non, à des Sénégalais. L'accumulation est la seule source de richesse. Vous pouvez pas avoir une vision court-termiste, prendre vos bénéfices aujourd'hui et demain reprocher à l'État ou je ne sais pas à quel acteur d'avoir vous-même vendu votre propre banque. Aujourd'hui, les banques qui sont là, les compagnies d'assurance qui sont là, elles appartenaient à qui? À des Sénégalais. C'est ces Sénégalais qui les ont vendues. Donc, il nous faut nous créer les conditions, et c'est ça le rôle de l'État, pour faire émerger le secteur privé. Et nous y travaillons. Je voudrais juste rassurer, donner quelques exemples. Sedima a commencé avec 60 000 francs CFA par un Sénégalais. Il a acheté 100%. Aujourd'hui, son groupe fait 40 milliards. Babacar Ngom. Pour ne pas le citer. Et d'autres, Enema, a racheté même Santenac. Il y a des capitaines du secteur privé national, des champions. Ahmed Amar, qu'il faut, pour ne pas le citer. Oui. Et il y en a beaucoup. Je pense que ça, c'est des exemples à montrer à la jeunesse sénégalaise. Il y a des champions, nous avons nos champions. Et ces champions, ils ne vous parlent pas d'ailleurs de commande publique. Nous faisons beaucoup sur la commande publique. Mais aujourd'hui, si vous êtes un acteur dans l'aviculture, si vous êtes un champion de l'aviculture, si vous investissez même dans les pays tout autour, mais vous vous adressez aux consommateurs, aux citoyens. Justement, il y a une question précise posée par des internautes. C'est sur le contrat avec cette société française qui va fournir 50 000 lampes solaires. C'est un gros marché de 87 millions d'euros. Et il est reproché au gouvernement de ne même pas avoir pensé aux sociétés sénégalaises qui pourraient bien être associées au marché. Oui, je pense qu'il faut s'informer. L'assemblage, par exemple. Mais il faut s'informer. Oui. Concrètement, c'était un appel d'offres international. Il y avait des sociétés chinoises, donc c'est pas le critère d'une société française, elle aurait pu être chinoise. Parce qu'il y avait des Chinois qui avaient soumissionné. Et
il y a des critères. Je pense que le gouvernement est un gouvernement sérieux, avec des ministres sérieux aussi qui travaillent, des directeurs généraux qui travaillent. Quelle est la part du secteur privé sénégalais dans ce gros contrat, ce gros marché? Mais bien sûr, il y a mieux. Oui. C'est une usine qui va être montée sur place. C'est pas des équipements qui vont faire travailler pour des travailleurs, j'allais dire de la Normandie ou de l'Alsace. Et après, ça vient ici, on monte. Tous ces critères, y compris l'acquisition, comment doper notre processus d'acquisition technologique, y compris la maintenance demain. Tout ça a été écrit noir sur blanc et c'est cela, le contrat gagnant-gagnant, qui nous permettra d'acquérir de la technologie, mais tout en essayant de promouvoir des champions derrière pour que demain, à notre tour, nous puissions, quand nous aurons accédé à un autre stade de développement, d'exporter ce type de technologie. Alors, pour beaucoup d'observateurs, c'est sur le thème des valeurs et de la rupture que le président Macky Sall, qui traduit cela d'ailleurs par ce qu'il appelle une gestion sobre et vertueuse, qu'il a été élu, que les Sénégalais lui ont fait confiance. C'est également sur le même thème que beaucoup le critiquent aujourd'hui. Comment expliquez-vous ce décalage? Alors moi, je dirais déjà que sur le bilan, parce que ça c'est un élément de bilan également, il y a un philosophe qui disait avec pertinence, connais-toi toi-même. Ce que les Américains reprennent en disant be yourself. Pour parler de valeur, il faut se connaître d'abord. Le plus grand chantier pour se découvrir a été lancé par le président Macky Sall. C'est l'écriture de notre histoire. Il a mis en place un comité présidé par le professeur Iba Der Thiam avec les meilleurs historiens, les meilleurs scientifiques du pays. Et nous aurons bientôt une lecture, une écriture par nous-mêmes de l'histoire du Sénégal. Et c'est facile de parler de nos valeurs, Diom, Kersa, Teranga, mais qu'est-ce qui le sous-tend? Et c'est cette histoire qui va permettre demain enseigner aux jeunes Sénégalais dans le contexte d'une Afrique intégrée et ouverte, parce que le Sénégal, les peuples viennent de partout, de l'Afrique. Nous sommes, j'allais dire, au bout du continent, ce qui veut dire que c'est des migrations, des couches successives de migrations qui ont permis de faire le peuple sénégalais que nous sommes aujourd'hui. Le plus grand cadeau que le chef de l'État, le président Macky Sall, laissera au peuple sénégalais, c'est peut-être pas l'autoroute, c'est peut-être pas les projets hardware, j'allais dire, mais c'est notre histoire écrite par nous-mêmes. Hardware, ça signifie quoi? Le hardware, c'est le matériel, c'est la quincaillerie, j'allais dire. Pour que tout le monde comprenne. Voilà, c'est tout ce qui est physique, le capital matériel, le capital physique. Le chef de l'État, le président Macky Sall, est en train de rendre à la nation son histoire pour que demain, le jeune Sénégalais, quand on lui dira « connais-toi toi-même », il pourra répondre « je me connais ». Comme pour vous critiquer, mais remettre vraiment en cause votre gouvernance sur les valeurs, un de vos anciens ministres a créé la République des valeurs. Il vous a reproché nommément, vous, Premier ministre, d'avoir signé le contrat avec Total dans l'ignorance totale des enjeux. Vous répondez quoi? Non, je pense que... Et qu'il a démissionné de votre gouvernement. Non. Vraiment, je ne suis pas venu ici, je pense, pour sortir... voilà, pour parler de l'activité gouvernementale, de comment ça se passe. C'est pas ça qui intéresse les Sénégalais. Ce qui les intéresse, c'est la perspective qui est offerte par le président Macky Sall. On est un jour d'anniversaire, nous célébrons. C'est sa 6e année à la tête du pays. Quel message porte-t-il et quelle est la pertinence de ce message? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Je pense qu'on est là pour cela. Maintenant, comme vous en parlez, moi je ne me dérobe pas au nom de la vérité. Premièrement, ce monsieur n'a pas démissionné. Il a été démis par le chef de l'État devant moi. Nous étions 3. Donc ça, je tiens à le dire. Monsieur il n'a pas démissionné. Oui, c'est moi, je prends la responsabilité. Ce monsieur n'a pas démissionné. Oui. Il a été démis pour des raisons non liées à des valeurs, mais des raisons de performance. Quand on vous donne un objectif et vous allez à Paris,
vous travaillez avec des équipes de Total comme d'autres. Vous rentrez à Dakar. Un objectif est donné en matière de délai. Les services de Total viennent des mois ici, travaillent avec les experts sénégalais. Les textes sont prêts. Et quand les textes sont prêts, vous demandez 15 jours de plus au Premier ministre. Parce que vous demandez qu'il y a une incidence financière, que tel ministre puisse regarder, alors que nous avons pris l'engagement et invité même les partenaires en question pour que, après que ce travail soit terminé, pour signer. Si vous êtes un manager, c'est la décision. Si vous n'arrivez pas à décider, le chef de l'État n'a pas besoin de tels collaborateurs. Et le chef de l'État a démis ce monsieur. C'est ça la réalité, au nom de la vérité historique, et il le sait. Qui demande une commission d'enquête parlementaire ou un jury d'honneur? Mais il n'y a pas de jury d'honneur, il n'y a aucune vérité ou cachée. Le code pétrolier, il est clair, cher ami Mamadou. Le code pétrolier, les ministres ou le Premier ministre, ils ne travaillent pas dans le néant. Tout est encadré. Le code pétrolier régit ce type de documents. Et c'est les mêmes documents qui sont signés. On en a aujourd'hui sur la table au moins 10 contrats en cours. Et c'est les mêmes, selon les mêmes conditions. Donc, où est le problème? S'il y a une commission parlementaire, si le Parlement le souhaite, nous sommes prêts. Il n'y a aucun problème. Il n'y a rien à cacher. Vous y êtes favorable? Mais je suis ni favorable ni contre. Oui. Moi, je ne suis pas député. Ouais. C'est aux députés de prendre leur décision. C'est pas à moi de dire. C'est pas à moi de dire quelle conduite. Voilà. Le message est clair. Puisque nous sommes sur le thème du pétrole et du gaz, il y a quand même des interpellations, les contrats avec Total, avec toutes les autres compagnies. Jusqu'au dernier, les accords entre le Sénégal et la Mauritanie, un ancien Premier ministre a interpellé le président de la République, Idrissa Seck, qui l'a renvoyé à la procédure normale prévue par la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux Sénégalais sur ces contrats pétroliers et gaziers? Moi, je dirais d'abord la diplomatie, c'est pas le verbe et la grimace. C'est pas faire des grimaces, c'est pas comme ça. C'est pas dans la rue que ça se passe. Je viens du Brésil. Et au Brésil, le monde entier a décidé que le 9e forum de l'eau, qui est la conférence mondiale sur l'eau, l'eau étant la ressource la plus chrysogène possible, on voit ce qui se passe à l'est de l'Afrique, avec un potentiel de guerre. Même on pense que s'il devait y avoir une 3e guerre mondiale, ce serait autour de la question de l'eau. Je viens du Brésil où la communauté internationale vient de consacrer encore le Sénégal comme leader en ce qui concerne cette question importante, et le 9e forum de l'eau qui se tient tous les 3 ans, donc en 2021, sera organisé au plan mondial, sera organisé à Dakar. Et pourquoi cette confiance? Parce que justement les pères fondateurs de l'OMVS ont, dans une grande intelligence, ont pu créer l'organisme de bassin d'eau d'une manière équilibrée et partagée, qu'est l'OMVS. On aurait pu dire le fleuve, il est chez nous, etc. Non. Les Senghor, le président Senghor, le président Modibo Keïta, tous les autres présidents de la sous-région, ensemble, avaient décidé d'une gestion commune de l'eau. Le gaz que nous avons, il est presque, j'allais dire, 50-50 entre la Mauritanie et le Sénégal. Avant cela, nous avions eu un accord avec la Guinée-Bissau pour justement dans le secteur des hydrocarbures. Après, un procès à la Cour internationale. Et aujourd'hui, les chefs d'État, Aziz et Sall, dans une grande sagesse, ont décidé ensemble d'une gestion commune de ces ressources. Vous avez dit presque 50-50. Oui. J'insiste sur le presque. Oui, le presque. C'est du 50-50 ou non, du presque 50-50? Oui, c'est du presque 50-50 parce oui, en faveur de qui? Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai dit presque, oui, parce qu'aujourd'hui, récemment, vous avez entendu le 3e puits qu'on forait sur le requin-tigre, sorti négatif. Aujourd'hui, nous en sommes encore à l'évaluation. C'est pourquoi je dis, pas la charrue avant les bœufs. Le Sénégal aura combien? Mais faudrait-il qu'on sache déjà combien exactement quelle est la quantité de gaz exacte qui existe? Oui, je parle du pourcentage, quoi.
50-50 ou 51-49 non, on en va faveur vers de qui? Les chefs d'État ont fait le choix d'y aller à 50-50. Et au finish, parce qu'il s'agit d'estimation, et qu'est-ce qui va se passer si la Mauritanie est à 60, nous 40? Qu'est-ce qu'on dira? À l'évaluation exacte. C'est pourquoi, dans une grande sagesse... Il est possible de l'envisager, mais il que est Nouakchott est 60... Mais non seulement il est possible de l'envisager, mais aujourd'hui, le gaz qui est découvert et qui existe, il est à Banda, le puits qui est à 100% en Mauritanie. Nous, on a encore des estimations du potentiel. Donc, c'est parce qu'il y a eu Banda que les compagnies étrangères se sont intéressées en descendant un peu plus. Donc, qu'est-ce qui nous dit qu'au finish, c'est pas nous qui gagnons? C'est pourquoi les chefs d'État, dans une grande sagesse, ont dit, pour que le first gaz, l'exploitation puisse démarrer en 2021, alors qu'il y a encore de la sismique à faire, alors qu'il y a encore de l'estimation de volume à faire, allons-y ensemble à 50-50. Comme modèle OMVS, partage des avantages, mais partage aussi des coûts. Allons-y ensemble. Et l'accord a été signé par les ministres. C'est un ministre qui l'a signé. Le ministre du pétrole. Et après cela, l'accord, comme tous les accords internationaux, comme le prévoit la Constitution, est soumis à l'Assemblée nationale. Donc, nous sommes des légalistes, il n'y a rien à cacher dans ce secteur. Parce que de toute façon, on ne peut rien cacher dans ce secteur. Les majors sont à la bourse et ont l'obligation de transparence. Et le pays, le Sénégal, sous le président Macky Sall, a adhéré à l'ITE et aujourd'hui, nous avons même changé de statut au niveau de l'ITE. Donc nous nous engageons pour la transparence, pas parce que nous sommes d'ailleurs membres de l'ITE, mais au nom de notre peuple. Le Premier ministre de la République du Sénégal est l'invité du grand jury de la RFM. Gros thème, l'emploi. Les jeunes, vous êtes sûr de la victoire du président Sall dès le premier tour en 2019, c'est ce que vous dites, mais il y a que les jeunes vont certainement peser sur la balance. Le président Macky Sall avait promis 500 000 emplois. Vous en êtes combien ou à combien aujourd'hui? À 10 mois, 11 mois de cette élection. Non, moi je suis certain que le président Macky Sall a un bon bilan et le peuple est cohérent. Je vous disais avant l'émission que j'ai fait le tour du Sénégal lors des législatives parce que j'avais l'immense honneur de diriger la liste Benno Bokk Yakaar sur décision du président Macky Sall et des leaders de notre coalition. Et le Sénégal est grand et beau. Et le Sénégal est travailleur et sérieux. Et j'ai fait le tour du pays. Et j'ai vu un peuple déterminé, mais un peuple constant. Un peuple qui vit justement les résultats de cette croissance. Le PUDC, si on arrive à le faire, si on met 115 milliards pour la ruralité, pour mettre des pistes là où il en faut, pour mettre des forages là où il en faut, pour donner aux femmes, aux vaillantes femmes sénégalaises des équipements post-récolte, pour mettre de l'électrification partout où il en faut, c'est parce que nous faisons de la croissance. Et c'est cela qui est investi, c'est un programme self-finance financé par l'État, directement. Et c'est, quand on fait le tour, on sent l'adhésion des populations aux politiques publiques définies par le président de la République. De croissance économique. Mais bien sûr, parce que et là-dessus, sur le bilan, avant de revenir à la jeunesse, je disais que hier, que si je devais dire pourquoi, en quoi le président Macky Sall est un champion qui... Je vais le chercher d'abord dans un des attributs qui sont propres au chef de l'État, le chef suprême des armées. Regardez la ceinture de feu qu'il y a autour de notre pays. De Dakar à Abuja, regardez l'arc de crise qu'il y a. Tous les jours, des bombes. Tous les jours, des morts. En quoi le Sénégal, la menace zéro n'existe pas, en quoi le Sénégal est aussi sécure, pourquoi le Sénégal, jusqu'à présent,
grâce à Dieu, certes, mais grâce également... Je vous vois toucher du bois. Oui. Je dis, je vous vois toucher du bois. Non, je touche du bois parce que j'ai dit grâce à Dieu, mais surtout grâce également au travail qui est fait sérieux du chef suprême des armées pour sécuriser le sanctuaire national avec l'armée nationale. Aujourd'hui, c'est tout un dispositif de veille sécuritaire tout au long de nos frontières. Ça, c'est le bilan. Et personne ne le voit. Si on arrive à dormir, si Mamadou, nous sommes là aujourd'hui un dimanche calmement, en face de l'océan Atlantique, en train d'enregistrer cette émission, c'est qu'il y a des gens qui ne dorment pas. C'est qu'ils ne dorment pas, qui travaillent nuit et jour pour que le pays soit sécurisé. Et ces forces obscurantistes qui occupent les parties de pays limitrophes au nôtre cherchent des débouchés sur la mer, sont tentés par le Sénégal. Il y a un travail qui est extrêmement important, une réforme que le chef de l'État a eu à faire de notre système de veille stratégique et de renseignement, avec l'unification de la chaîne de commandement. C'est tout cela qui fait que ce qu'on demande à un chef d'État, sa capacité d'anticipation, la profondeur de sa vision, c'est tout ça qui me fait dire que nous avons un bon chef de l'État. En quoi votre croissance est inclusive? Mais notre croissance, elle est inclusive. Quand je disais tout à l'heure, je prends le secteur de la pêche. Jamais on a eu autant de débarquements au niveau de la part des 600 000 Sénégalais qui travaillent dans le secteur de la pêche. La pêche artisanale. Un moteur, je disais, pour aller pêcher, nous avons 700 km de côte. Le chef de l'État, pour doper les capacités productives, met 1 million sur la table de subventions pour un moteur qui coûte 1 375 000. Allez à Kafountine, allez à Kayar, allez à Fassboy, allez à Goroubac. Faites le tour du pays et vous verrez, vous demandez aux vaillants pêcheurs sénégalais, est-ce qu'ils sont contents du président Macky Sall? Ils vous diront que oui, parce que jamais ils n'ont eu autant de reconnaissance de la part de leur État. Allez dans d'autres secteurs, l'élevage. Le grand problème, la réforme, le vol de bétail, réglé. Reconnaissance du secteur, journée nationale de l'élevage. Doper les capacités de production, doper les capacités de transformation, assister les femmes. Mais c'est tout cela le travail aujourd'hui. Mais l'emploi, vous semblez esquiver la question. Je n'esquive pas, j'arrive. Oui. Sur l'emploi, statistique officielle, ministère du Travail. De 2012, janvier 2012, donc une partie avant le mandat du président, fin 2016, 336 000 créations d'emplois formels. Création moins destruction, en net, 336 000. Jobs, emplois créés par principalement le secteur privé et l'administration. C'est énorme. Il y a un gap. C'est 2016. Vous avez promis 500 000 emplois. Mais vous savez, oui. Peut-être que si on y met l'emploi informel, les pêcheurs justement dont je parlais, on l'aurait dépassé. Ce n'est pas le chiffre qui importe. Ce qui importe, c'est le revenu, la politique de revenu qui est donnée. Nous avons aujourd'hui, chaque année, 250 000 jeunes, en gros, qui arrivent sur le marché du travail, une génération. Et le chef de l'État a instruit le gouvernement de travailler avec le secteur privé pour savoir pourquoi ces jeunes n'arrivent pas à s'insérer. Et nous avons travaillé avec le secteur privé depuis 2 ans. Et nous nous sommes rendus compte d'abord que sur les 250 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, seuls 6% ont une qualification. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des métiers entièrement abandonnés parce que justement, distorsion sur le marché en termes d'information, les jeunes ne savent pas qu'il y a du potentiel dans ces secteurs et ils ne sont pas formés. Et nous avons travaillé avec le secteur privé. Mesure révolutionnaire du chef de l'État, la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur, 20 milliards par an. Quand il arrivait, seuls 25% étaient retournés au secteur de la formation professionnelle. Le président de la République,
progressivement, et aujourd'hui, en 2018, 100% de ces 20 milliards sont retournés à l'employabilité des jeunes, à la formation, à la qualification des jeunes Sénégalais. Et c'est ensemble avec le secteur privé. Aujourd'hui, hier, je regardais, je faisais un point, parce qu'on a fait un appel à candidature, on était à 17 000. C'est 25 000 jeunes tout de suite, par cohorte de 25 000 jeunes par an, qui vont être formés pour avoir un métier. Et le chef de l'État a décidé, il en a parlé dans son discours à la Nation le 31 décembre 2016, d'allouer, grâce à ces fonds disponibles de la CFCE, 40 000 francs par mois, le SMIC, à tout jeune qui, formation duale, lundi, mardi, mercredi, il est en entreprise, jeudi, vendredi, il est à l'école et il apprend son métier. Et première année, 40 000, deuxième année, on baisse, 50-50, l'entreprise met 20, on met 20. Troisième année, on met un peu moins, l'entreprise monte. Et quatrième année, ce jeune, il est en entreprise, il est inséré. Mais vous avez créé la DER comme pour jouer votre dernière carte. Est-ce que ce n'est pas un constat que vous n'avez pas encore réussi dans le domaine de l'emploi? Non, mais la dernière carte, c'est quoi la dernière carte déjà? Moi, je vous retourne la question. Vous dites DER. Non, mais DER... Pour les femmes et les jeunes. Donc la DER, c'est la Délégation Générale à l'Emploi, à l'Entrepreneuriat Rapide. C'est une carte, justement, pour aller vers... d'ailleurs, la DER travaille avec 4 guichets. Le premier guichet, c'est des gens, un peu des fonds d'amorçage qui permettent à tout jeune d'avoir... j'allais dire du quick money, rapidement de l'argent. 30 milliards de francs CFA. Mais c'est justement l'enjeu. Comment les jeunes peuvent rapidement accéder à des financements? Jusque-là, c'est ça qui a posé problème. C'est ça la DER. La DER, je disais que le premier guichet, c'est un guichet, j'allais dire, individuel pour doper les capacités individuelles du jeune ou de la jeune dame qui arrive avec son métier. Je suis artisan, je suis coiffeur, j'arrive avec un projet et on ne va pas vous mettre dans un système de procédure à n'en point finir. Ce sera un guichet qui permet une intervention rapide. Deuxième guichet possible, c'est les guichets sectoriels. Par exemple, les éleveurs, il y aura un guichet. Les femmes transformatrices de produits, des guichets, etc. Et ça va jusqu'au guichet, le dernier qui est un guichet vraiment d'appui à la création de PME-PMI. Et c'est ce dispositif mis en place par le chef de l'État, comme j'allais dire ce que les Américains appellent un quick win, un projet à gain rapide. Gain rapide, Johnny. Pas politique, mais gain rapide pour le peuple. Gain rapide pour les jeunes et les femmes qui ont du potentiel, qui ont des talents et qui décident à entreprendre. 2018, année sociale, dites-vous. Est-ce que ce n'est pas une erreur finalement au vu de toute cette ébullition dans le monde du travail, les enseignants, dans la santé, presque un peu partout, il y a des revendications, il y a des grèves. Mais les revendications, les grèves, c'est normal. C'est normal parce que les syndicats ont des plateformes revendicatives et le gouvernement travaille dans la mesure du possible à satisfaire justement en tout cas en ce qui concerne les revendications qui sont des axes de progrès. Parce que les revendications, c'est pas forcément des salaires, des indemnités, c'est aussi parfois sur les réformes, c'est plus des axes de progrès et c'est comme ça que nous les prenons. Chanteurs. Non, ça c'est des mots que je ne connais pas, que c'est pas dans notre vocabulaire. Nous sommes un gouvernement sérieux, nous travaillons avec des partenaires sociaux. Le chef de l'État a décrété l'année dernière l'année sociale. Pourquoi? C'était à la sortie de la 2e conférence sociale. Encore une de ces innovations. C'est avec lui qu'il y a cette rencontre au plus haut niveau, présidée par le président de la République, entre les partenaires sociaux. Et c'est à la sortie que le chef de l'État a dit 2018, ce sera l'année de la retraite minimale. C'est important aujourd'hui. Message pour la jeunesse. Je pense qu'un jeune aujourd'hui, il doit pouvoir regarder son père à la retraite et se dire, qu'est-ce que mon pays fait pour mon papa? Demain, si je suis dans ces conditions, et c'est ça l'espoir. Donc le chef de l'État a dit,
j'écris, j'instruis le gouvernement à travers les partenaires sociaux autour de l'IPRES pour que les Sénégalais, une fois à la retraite, aient une retraite minimale d'au moins 98% du SMIC. Mais comment c'est une grande mesure. Oui, justement, mais comment vous allez gérer ce qui me semble être une contradiction? En même temps que vous augmentez la pension de retraite, il y a des syndicalistes comme le SAMES dans le domaine de la santé qui veut une retraite à 65 ans. Non mais, attendez. La santé, dans tous les pays du monde, il y a des régimes de retraite spécifiques. Déjà, je disais qu'en quoi on est une année sociale. Il y a la revalorisation, la réforme des retraites voulue et inspirée par le chef de l'État. Retraite minimale. Un. Deuxièmement, FNR, les fonctionnaires de la République. Ils n'avaient pas de retraite complémentaire. L'IPRES a le modèle pour les cadres. Et après qu'on descend aux non-cadres. Semaine dernière, le gouvernement est allé à l'Assemblée nationale qui a voté la réforme de la retraite complémentaire pour tous les fonctionnaires sénégalais. C'est en cela qu'on est une année sociale. On est une année sociale parce que sur les filets sociaux, sur l'ADER, l'employabilité, parce que justement le chef de l'État allait donner la CFCE, 100% de la CFCE au secteur de la formation professionnelle. C'est 20 milliards. À côté des 39 milliards du FPEC, le fonds de la promotion, le fonds de la formation professionnelle pour l'emploi et la compétitivité. 59 milliards cette année. En plus pour la formation professionnelle. Donc, c'est en cela que le chef de l'État a décrété l'année sociale. Maintenant, oui, la retraite à 65 ans, est-ce possible au Sénégal? Mais bien sûr que c'est possible. Pourquoi? Je parlais des régimes spécifiques. Et le chef de l'État est favorable à ce que, dans le cadre des médecins qui ont un bac plus 10, donc qui arrivent tardivement sur le marché du travail, que pour lesquels l'État a beaucoup investi en termes de formation, qu'on leur donne la possibilité de cotiser plus longtemps pour bénéficier d'une meilleure retraite. D'autres vont revendiquer la même chose. Hein. Mais je vois bien les gens s'agiter pour une retraite de 65 ans. Mais vous savez, gouverner, c'est décider, c'est faire des choix. En l'espèce, dans le cas spécifique des médecins qui arrivent très tard, c'est un bac plus 8, plus une spécialisation, 3-4 ans. Quand on arrive au marché, quand on commence, on a son premier bulletin de paye à plus de 30 ans, parce qu'on n'a fait qu'étudier, on doit avoir la possibilité de cotiser plus, pour gagner plus. Les enseignants veulent une augmentation de leur indemnité de logement. Ils veulent également les rappels. Il y en a qui m'ont signalé que depuis 5 ans, 3 ans, on leur doit des rappels et c'est de l'argent. Ils n'arrivent pas à toucher leur argent. Alors, moi, je dis simplement que c'est pourquoi je dis respect pour les enseignants. J'ai beaucoup de respect pour eux. Et c'est ce que le chef de l'État nous demande. C'est un produit, pur produit, comme il le rappelle, de l'école sénégalaise. Je disais qu'il ne faut pas se focaliser sur le problème de telle indemnité qui est sollicitée par les enseignants. Le problème, c'est le passif, ce que le chef de l'État a trouvé. Depuis plus de 10 ans, il y a des maîtres contractuels qui mettent, au lieu de 2 ans, qui mettent presque 10 ans pour se faire titulariser, pour faire fonctionnaire. Il y en a qui sont décédés. Et tout cela, pourquoi? Parce que on n'a pas un système dans le stock. Et c'est ça, justement, les rappels. On a trouvé dans le stock un volume important d'instances. Et nous en avons rendu compte au chef de l'État, qui a décidé d'ailleurs, et qui nous a instruit, d'accélérer l'informatisation du système de gestion des ressources humaines de l'État, de la fonction publique, de la direction générale de la fonction publique. Jusqu'à présent, c'est la paye, l'aval qui est informatisé. Mais si en amont, tout est encore manuel, pour changer de grade, quand on a l'acte réglementaire, il faut faire tout un parcours du combattant, quitter Fongolemi, venir jusqu'au ministère de la fonction publique, déposer, repartir, ainsi de suite. Voilà les vrais problèmes auxquels nous souhaitons apporter des réponses. Et c'est, je l'ai dit aux syndicats,
que j'espère revoir mardi, une fois par semaine, nous allons nous réunir ensemble au plus haut niveau pour justement sortir tout ce qui est dans le tuyau. L'État a déjà fait, sur instruction du président de la République, le gouvernement a déjà beaucoup fait. L'année dernière, c'est près de 24 milliards qui ont été dépensés au titre des rappels. Cette année, c'est 32 milliards qui sont inscrits au budget de l'État pour justement les rappels. Et c'est toutes ces questions qui sont aujourd'hui sur la table. Et nous appelons, j'en profite pour appeler vraiment les enseignants, comme je l'ai déjà fait, à suspendre leur mot d'ordre de grève, etc., qu'ils continuent les cours et c'est possible. Vous mettez quoi sur la table? Mais on met beaucoup sur la table. Oui, sur l'indemnité de logement. Non, l'indemnité de logement, le chef de l'État a déjà décidé d'une revalorisation. Ils étaient de 25%. Ils étaient quand même à 60 000, y compris les profs d'université. C'est tout le monde qui l'a. Aujourd'hui, 75 000, c'est votre engagement. 75 000, c'est l'engagement au plan budgétaire, c'est aujourd'hui la limite dans le cadre du cadrage. Mais il n'y a pas que ça. Hors de question d'aller à 80 000. Vous savez, on n'est pas à Sandaga, on ne discute pas de je mets 60 ou 70 ou 75. Le chef de l'État nous a donné une doctrine en ce qui concerne les négociations. Et c'est ce que nous appliquons depuis toujours. Il dit, faites tout ce qu'il est possible de faire, mais ne promettez jamais quelque chose que vous ne pourrez pas faire. Et c'est ça la doctrine du gouvernement. Pourquoi on va bloquer, on va dire aux enseignants, voilà, c'est pas possible, alors que c'est possible. Si c'était possible, on l'aurait dit. Donc, il n'y a pas de problème particulier à cela. Combiné d'autres aussi engagements qui avaient été pris et qui sont en train d'être relevés sur une plateforme de 32 points. Seuls 2 points sont aujourd'hui des points qui sont encore sur la table. Tout le reste a été réglé ou est en voie de l'être. Je prends les prêts DMC pour tous les fonctionnaires qui avaient été gelés jusqu'en 2016. C'est 12 milliards. Ils sortent 31 décembre, on commence à payer. Donc, il y a énormément d'efforts qui ont été faits également. Et l'école, c'est pas que cela. Le président de la République a consacré une haute priorité à l'école. L'environnement de l'école, c'est d'abord les abris provisoires. On a un programme zéro abri provisoire de 100 milliards. C'est pour le confort de l'élève, de l'apprenant et de l'enseignant. Nous avons déjà signé avec la BOAD 32 milliards. Et sur avril, pose première pierre. On commence d'ailleurs par Matam, la région de Matam, et on fait le tour du Sénégal. Les appels d'offres lancés depuis. Donc, tout l'environnement de l'école, déjà, depuis que le président est là, 553 centres administratifs ont été livrés clé en main. Écoles, lycées, collèges, etc. 553. Plus de 2000 classes construites. Et un recrutement important pour le personnel a été fait. Et surtout la grande réforme qui est l'uniformisation des statuts. Avant, il y avait les vacataires, il y avait toutes sortes de... Tout ça, c'est terminé. Très bien. On va y aller très vite, Monsieur le Premier ministre. La dette, avant de parler de la sécurité, c'est un thème important. La dette, signe d'inquiétude, vous avez fait un emprunt, il n'y a pas longtemps, un eurobond de 2,2 milliards de francs CFA. Le FMI vous alerte en disant qu'il faut réserver une partie pour financer le budget de 2019. Qu'est-ce que vous répondez sur la dette et sur les inquiétudes qu'elle suscite? Mais quelles inquiétudes? Moi, c'est ça. Le Sénégal est en train de surendetter. Mais non. D'exposer les générations futures. Non, attendez. Vous allez aux États-Unis, ils font des emprunts, il existe des bons à 100 ans. En Afrique du Sud, 50 ans existe. Ghana, pareil. C'est quoi hypothéquer? L'économie, c'est une dynamique. Je prends l'exemple du train express régional. Nous sommes 15 millions de Sénégalais aujourd'hui. Nous serons, 2050, 36 millions de Sénégalais. 2050, c'est dans 32 ans. C'est-à-dire, un garçon qui naît aujourd'hui, il va se marier en 2050. Si ça se trouve, un peu avant. 2175 millions de Sénégalais.
Ça, c'est les statistiques et les prévisions officielles. 2100, ça a l'air loin. Un enfant qui naît aujourd'hui, il aura 82 ans. Donc, nous avons des contemporains qui vivront en 2100. Alors, il faut attendre 2100 pour que ça soit le chaos, que personne ne puisse se déplacer, pour penser à créer des systèmes de mobilité de masse dans le pays.